Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Je suis Julien Calamotte, investisseur passionné et auteur du livre à succès S'enrichir grâce à l'immobilier. J'avais envie de partager ma façon d'investir, forcément, mais également de découvrir avec vous de nouvelles façons de faire fructifier notre argent. C'est pourquoi j'ai créé ce podcast pour y recevoir des invités qui nous partagent leur savoir et leurs expériences en toute simplicité. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, bonjour Jean-Marc. Bonjour. Alors aujourd'hui, pour tous ceux qui nous écoutent, j'ai le grand plaisir de recevoir Jean-Marc Jacobson qui va nous parler d'immobilier, une fois n'est pas coutume. On va parler d'immobilier bien évidemment, mais sous une forme un peu particulière. Et on va parler de tokenisation. Alors c'est un monde un peu particulier pour certains d'entre vous qui nous écoutent et même certainement la majorité. Donc l'idée aujourd'hui, c'est qu'on va vulgariser un petit peu tout ça et vous expliquer ce que fait et ce qu'a créé Jean-Marc. Et je le laisse avant tout se présenter et puis on rentrera dans le vif du sujet après. C'est un sujet qui est très très intéressant. Donc j'ai hâte de le décortiquer avec toi, Jean-Marc. Et moi, j'ai hâte d'en parler. Et je peux en parler pendant des heures durant. Donc, Jean-Marc Jacobson, je suis canadien. Je viens du monde de l'immobilier, d'abord et avant tout. Mon frère et moi avons créé une foncière au Canada, qu'on a démarré dans les années 90 et qu'on a grandi dans les années 2000, qu'on a pas mal revendu en bonne partie vers l'année 2007 et début 2008, donc il y a assez longtemps maintenant. Mais on a quand même gardé l'immobilier. Après, on a continué à faire de l'immobilier au lance-pierre, transaction par transaction, sans créer la foncière. La foncière, c'était vraiment de l'immobilier résidentiel, qui est notre spécialité, à mon frère et moi. Donc, une fois qu'on avait vendu une bonne partie de la foncière et qu'on faisait plus des transactions au coup par coup, on a cherché certains projets et à faire sur le côté. Et un des projets qui est apparu, c'était rendre l'or liquide sur Internet, sur le web. C'était très sympa. En fait, ça avait été fait, il y a eu des scandales, c'était très difficile. Mais en faisant ces recherches, nous avons découvert quelque chose de bizarre qui s'appelait le Bitcoin. On était en 2011. Donc en 2011-2012, fin 2011, début 2012, on découvre le Bitcoin avec toute la méfiance que l'on peut avoir d'une personne qui vient de l'immobilier par rapport à ce genre de produit. J'appelais même pas ça un investissement à l'époque puisque je pensais que c'était une fraude. Mais ça nous a quand même interpellés. Nous avons cherché à comprendre plus et en 2012, nous sommes devenus des mineurs de Bitcoin aux États-Unis. Donc, on a créé une compagnie américaine pour ça. Et on est devenus des mineurs industriels de Bitcoin. Et de là, nous avons grandi dans l'espace blockchain. En 2013, nous avons fondé la première ambassade Bitcoin au monde. C'est-à-dire qu'à Montréal, d'ailleurs, elle était à Montréal. Nous avons Ok. dédié un de nos immeubles sur le boulevard Saint-Laurent à la communauté Bitcoin. On l'a appelé l'ambassade Bitcoin. C'était gratuit, c'était ouvert à tous. Et les gens pouvaient venir pour parler blockchain, pour parler Bitcoin, pour créer des projets. Les bureaux étaient gratuits, l'Internet était gratuit, les gens échangeaient. C'était encore à cette période très, très, très communautaire C'est génial. comme C'était génial. développement. C'était très enrichissant, avec plein de rêves, plein d'espoir. Ça a attiré autant les anarchistes que les libertariens, que les investisseurs. Beaucoup de jeunes, évidemment, parce que c'est de la tech. Et surprenamment, pas mal de femmes aussi à cette époque. Donc, c'était des années intéressantes. Et Tout toi, tu faisais ceci pour ça, dire, cette ambassade, Jean-Marc, tu faisais ça de manière totalement philanthropique ou il y avait quand même un modèle économique derrière? c'était 100% philanthropique, sachant que le but en 2013, c'était tout de même d'expliquer Bitcoin au monde, d'envoyer des délégations. D'ailleurs, c'est ce que l'ambassade faisait. On envoyait des délégations au gouvernement canadien pour expliquer Bitcoin, ne nous régulez pas tout de suite, laissez-nous grandir, etc. Si vous régulez, mettez-nous dans cette catégorie, enfin tout un plan. Et oui, c'était 100% philanthropique, mais il faut dire ce qui est. On minait des bitcoins, comme je l'ai dit, dans notre compagnie américaine, où on était des mineurs industriels. Un bitcoin, à l'époque, ça valait pas grand-chose. Qu'on s'en souvienne, quand on a démarré en 2011, c'était à 1 dollar. Eh oui. Après, ça a augmenté, mais donc en 2013, on approchait les 100 dollars, puis les 1000, mais il fallait qu'il y ait du monde qui l'adopte. Donc,
on peut dire que les meet-up qu'on faisait gratuits, que toute l'ambassade qui était 100% philanthropique l'était, avec peut-être en arrière-pensée de promouvoir l'adoption du Bitcoin. Je comprends. Voilà. Donc ça, c'était tout ceci pour dire que nous avons tout de même un pied, mon frère et moi, dans deux industries bien séparées à l'époque, qui étaient l'immobilier, qui est quand même notre légitimité, notre origine, et la blockchain depuis le début. Enfin, depuis les early days, depuis les jours, les premiers temps, donc en 2011, 2012. Donc, nous avions toujours voulu regrouper les deux, évidemment. La technologie n'existait pas, parce que la blockchain, même si on s'est rendu compte rapidement que la monnaie, donc le Bitcoin, n'était qu'une application de la blockchain, qu'avec la blockchain, on pouvait faire plein d'autres choses. C'est intéressant ça parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui nous écoutent effectivement qui connaissent pas forcément la différence et qui mélangent un peu tout, qui font l'amalgame entre blockchain, crypto et Bitcoin, etc. Tout ça c'est différent. La blockchain c'est une technologie. Tu peux nous en parler peut-être? Bien sûr. Alors en fait, blockchain, c'est un, c'est simplement un registre comptable décentralisé. Décentralisé dans le sens où il n'y a pas de serveur principal dans un pays qui est localisé quelque part, qui fait les entrées dans ce registre. Donc c'est vraiment que ça à la base. C'est un registre. Dedans, il y a une unité de compte, puisque c'est un registre, il faut qu'il y ait une unité de compte. Et cette unité de compte se veut avoir toutes les propriétés d'une monnaie. À la base, la première mouture de blockchain, c'était ça. C'était de l'argent digital, une façon de repenser l'argent actuel, ce qu'on appelle les fiat. Pourquoi? Celui qui a inventé la blockchain donc, et Bitcoin l'a fait en 2008. En 2008, c'est pas innocent. C'est suite à la crise financière de 2008. Il a dit, aujourd'hui, on a la technologie pour repenser l'argent. Voici ce que je propose. Donc, il a créé ce registre décentralisé, cette unité de compte qui se veut fongible, qui se veut euh, transmissible, qui se veut être une réserve de valeur et qui a plusieurs durables, etc., qui donc a plusieurs paramètres qui font en sorte que ça devient une monnaie. Alors, un exemple de fongibilité, de produit qui a toutes les caractéristiques d'une monnaie, mais qui n'est pas fongible, c'est un diamant. Un diamant, c'est durable, un diamant, c'est transmissible, un diamant, c'est ceci, ça, mais ce n'est pas fongible, ce n'est pas fractionnable et fongible. Si j'ai un diamant de 10 carats, ce n'est pas la même chose que d'avoir 10 diamants de 1 carat. C'est pas du tout pareil. Et si j'ai 10 diamants de 1 carat, je ne peux pas les mettre ensemble et dire que j'ai 10 carats. C'est pas vrai. Il y a d'autres choses qui viennent en jeu, la couleur, la clarté, la coupe, etc. Euh, donc, ce sont des biens qui ont une réserve de valeur, qui sont tout, mais qui ne sont pas fongibles. Le Bitcoin, donc cette unité de compte, est fongible. Et ça, c'était le Bitcoin, qui, se, qui évoluait, donc cette unité de compte est le Bitcoin qui évolue sur une blockchain qui avait été développée pour. Mais cette blockchain était infernale, et l'est toujours aujourd'hui, à programmer. Elle n'est pas flexible. Est survenu Ethereum, dont vous avez tous entendu parler, qui est une autre blockchain, qui est apparue en 2016, 2015, ouais, 2015, 2016, qui, euh, qui a une autre approche en développant ce qu'on appelle des contrats intelligents, des smart contracts sur blockchain. Et sans rentrer dans la technicité, ce que ça a permis de faire, c'est de pouvoir faire en sorte que cette unité de compte dont on parlait peut représenter plusieurs choses, ou être même plusieurs choses. Dans le cas de Realty, ça a été, dans le cas de pour Rémi et moi, Realty n'existait pas encore, Rémi c'est mon frère, ça a été l'ouverture à la possibilité de dire, bien, on va mettre donc, cette unité de compte va représenter une part d'une propriété immobilière. Alors, la technologie existait grâce à Ethereum, le juridique n'existait pas. Il n'y avait pas de façon de dire, bon, ton unité de compte, c'est bien gentil, mais si jamais moi je dis que c'est pas de l'immobilier, ben, il n'y a aucun juge qui va dire si c'est de l'immobilier. Donc ça vaut rien. On a dû attendre 2018, fin de l'année 2018, pour qu'il y ait un précédent aux États-Unis où
une personne qui avait acheté un token se voulant être une part d'une LLC, l'équivalent d'une SARL, qu'un juge dit si, c'est bel et bien, vous êtes bien membre de la LLC, c'est une vraie part. Vous avez et le token cryptographique et vous avez le contrat, c'est à vous. Fort de ça, Rémi et moi, nous avons créé en février 2019 Realty, Real Token Inc., qui permet, euh, à- qui permet de tokeniser les actions d'une compagnie qui détient une propriété. Donc, on a une série de tokens, d'actions, par propriété. On est propriétaire presque directement. Indirect, pourquoi? C'est indirect par l'entremise d'une société. C'est tout. Donc, on a une société par propriété et les actions de cette société sont tokenisées. Quand on achète un token, en fait, on achète une action. C'est une valeur mobilière. Ok. Donc en fait, c'est un modèle qui peut se rapprocher de la SCPI, finalement. Puisque sur la SCPI, tu achètes finalement un droit de jouissance et d'usufruit du rendement de l'immobilier que détient la SCPI, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même quelques différences. Est-ce que tu peux nous les expliquer? Avec plaisir. La SCPI, c'est, je pense, une bonne base pour commencer à réfléchir sur ce qu'est un token. Ce serait la SCPI version 3.0 ou en turbo ou bien plus avancée. Déjà, il y a beaucoup plus. Je reviens en arrière. Déjà, dans le cas d'un token, l'entrée, la barrière à l'entrée est beaucoup plus faible. On peut rentrer à partir de 10 euros, 50 euros selon les propriétés. Dans les SCPI, c'est généralement pas aussi facile. Ensuite, si on veut, si on veut en sortir, dans les SCPI, il y a un marché secondaire relatif, et j'insiste sur le mot relatif parce que des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne moins bien, il faut attendre plusieurs mois. Dans le cas d'un token, sur Ilti, il y a un marché secondaire très actif. Et on peut très bien, et en plus il y a un marché primaire aussi, limité, mais qui existe. Donc on peut très bien acheter son token le lundi et le garder toute la semaine, recevoir sa distribution nette de loyer de la semaine, Donc donc tu le rendement distribues, net, en fait, ton loyer, toi, tu le distribues toutes les semaines. toutes les semaines. Toutes les semaines, on distribue, on dépose dans le portefeuille des token holders directement la quote-part hebdomadaire du, euh, du rendement. Ok. Pourquoi? Parce Donc, qu'aux États-Unis, le loyer se paye à la semaine ou alors, il y a des loyers qui se payent à la semaine, mais c'était surtout dans un but de montrer la flexibilité de la blockchain et de ce qu'on peut faire avec. Quand nous avions démarré au tout début de Realty, nous le faisions quotidiennement. Tous les jours, on recevait un trentième donc du loyer. Euh, Ceci dit, pour des raisons administratives, au début, c'est pour des raisons financières, parce que simplement, le coût de la transaction, ce qu'on appelle le gaz, sur Ethereum, a beaucoup évolué un an après qu'on ait lancé Realty. Donc, ça devenait plus économiquement viable. Donc, on a changé à une distribution hebdomadaire. Et en fait, on s'est rendu compte qu'un point de vue administratif, c'était beaucoup plus facile. Donc, on a gardé la distribution hebdomadaire. Ok. Donc, pour revenir au SCPI, déjà, le billet à l'entrée est beaucoup plus faible et on peut en entrer et en sortir beaucoup plus rapidement, instantanément presque. Donc c'est vraiment déjà une puissance que la SCPI n'offre pas. Ensuite, on peut faire beaucoup de choses avec son token. Un token a une vie sur une blockchain. Donc cette part qu'on a, on peut très bien décider bon, de l'acheter, de la vendre, de la garder. On peut l'échanger sur un marché secondaire, comme je l'ai dit, mais on peut aussi la nantir, c'est-à-dire la collatéraliser sur une plateforme, dire voici, moi j'aime ce token, donc une cote-part. La propriété elle-même que ça représente n'est pas hypothéquée. Il n'y a pas de financement derrière. Par contre, mon token même, je vais l'amener sur une plateforme de collatéralisation. Je vais emprunter contre mon token. Et tu t'en sers de garantie. En fait, c'est ton hypothèque à toi, quoi. Absolument. Et tu continues à recevoir tes loyers dessus, bien sûr. Il y a un intérêt que tu payes avec les revenus. Mais l'avantage, c'est quoi? C'est que tu n'as pas de dossier. Tu n'as pas de dossier à soumettre, tu n'as pas de machin, tu n'as rien. C'est ton token qui prend la valeur, tu empruntes contre la valeur de ton token. Donc, ça se fait en 2 minutes. Ça se fait pas avec un banquier, ça prend 3 heures, 3 mois, ça prend des trucs, rien. Donc, si jamais on a 1000 dollars, 1000 euros de token, on peut très bien les déposer,
emprunter contre et immédiatement aller acheter à nouveau des tokens avec, qui vont à nouveau nous permettre d'aller les déposer pour à nouveau emprunter contre. Et ça fait une boucle comme ça qui prend que quelques minutes total pour qu'on ait un effet de levier très puissant. Et ça se fait en faisant quelques clics seulement. Clic, 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 Et clic. t'empruntes c'est quoi le taux d'emprunt moyen sur, Alors, le taux d'emprunt moyen est un taux aujourd'hui variable, mais qui n'est pas basé sur les banques centrales, qui est basé vraiment sur la plateforme elle-même, selon la liquidité disponible, des gens qui mettent de la liquidité et le nombre d'actifs qu'il y a. Aujourd'hui, je pense qu'il est aux alentours de 5% ou 4%. donc j'emprunte, alors, je prends mon exemple. Moi, donc j'ai déjà acheté des tokens chez toi sur une propriété. Euh, donc, admettons, j'ai 500 $. 500 Oui, dollars. Je les bloque sur, sur la plateforme d'emprunt. sur la plateforme d'emprunt, voilà, qui est c'est Collateralize, c'est ça? Et collatéralisé, c'est le mot Ouais, ouais, français, ouais, enfin, et c'est pas ouais, évident. ouais, ouais. C'est un mot français qui n'existe pas vraiment, quoi. Mais ça, On c'est le sait pas qu'on propre est des très bon Québécois. pour C'est ça. ça, c'est le propre des Exactement. Québécois. Exactement, on est très bon pour ça. Ok, donc je la mets sur cette plateforme de collatéralisation, ok. Et là, j'emprunte à 4-5 points pour finalement racheter, moi, des tokens dans un nouveau projet que tu vas proposer donc à à tous tes clients, tous les investisseurs, qui lui va me ramener à peu près 10 points de rendement. Donc si je fais Alors, un calcul bête et méchant, c'est ça, oui, je fais 5 points de rendement via enfin, ce il y a levier. oui, mais il y a l'effet de levier, c'est on fait pas la totalité du montant, il y a d'autres avantages. Et c'était vraiment pour donner l'exemple de ce qu'on peut faire avec un token. Il y en a un autre. On peut décider, par exemple, de dire, à la place d'avoir mon rendement net, ma Mhm. rentabilité nette toutes les semaines, je veux pas. Ce que je veux, c'est que ça aille directement dans un autre token Ok. d'une autre propriété. Donc, ça s'appelle, nous, on l'appelle sur Realty la maison de réinvestissement, la propriété de réinvestissement. Quel est l'avantage de ça? En fait, les gens se disent, ouais, ok, très bien, je peux le faire manuellement. Mais en fait, c'est extrêmement puissant parce que quand on a de l'argent en banque, on reçoit des intérêts sur son compte épargne, n'importe quoi. Et l'année, donc si on a, on va dire 1000 euros, à la fin de l'année, on se retrouve avec 1100 euros si c'est 10%. Je sais que c'est pas le cas, mais juste pour deux. L'année d'après, on reçoit des intérêts sur 1100 euros. C'est composé. Oui. Dans l'immobilier, c'est pas composé. Dans l'immobilier, on a le loyer. Peu importe la valeur du bien immobilier, on reçoit le loyer, c'est un rendement direct. Mais en choisissant d'investir ces tokens directement dans une autre propriété, enfin son rendement, je veux dire, directement dans une autre propriété, on compose les revenus. Donc Et ça, c'est une révolution dans l'immobilier. tu peux bénéficier effectivement du principe des intérêts composés que tu peux avoir donc en bourse par exemple, Oui, mais tu vas en bénéficier en plus sur une diversification finalement de projets immobiliers puisque tu vas pas en bénéficier sur le même projet puisque le projet il a déjà été soldé, donc tu vas en tout à bénéficier fait, sur un projet secondaire, donc hop, ça permet tout de à fait, diversifier de villes par exemple, de type tout à fait. d'habitation, etc. Ok. Euh, et Et maintenant, imagine qu'on on peut utiliser, et c'est le propre de ce qu'on appelle aujourd'hui Web3 ou finance décentralisée ou peu importe, mais le but c'est quoi? C'est d'imaginer d'utiliser et la plateforme de collatéralisation et la la propriété de réinvestissement, on les combine ensemble et d'un coup avec un rendement immobilier traditionnel, on peut aller chercher en combinant ces outils à des rendements bien supérieurs avec un niveau de risque qui n'est pas, qui n'est pas en lien avec le rendement qu'on peut espérer. C'est-à-dire qu'on prend, normalement, vous savez, plus le rendement est élevé, plus il y a des risques, hein. Ça, c'est, il n'y a pas d'investissement sans risque, je le tiens à le dire. Ce ne sont pas des conseils d'investissement que je donne, mais c'est vrai qu'en faisant, en combinant ces outils, on augmente un peu le risque, évidemment, mais pas en proportion à ce qu'on augmente le rendement. Et ça devient très intéressant. Maintenant, tu as parlé de 10 points. Attention, je ne veux pas donner de fausses informations. Aujourd'hui, Rémi et moi, nous sommes spécialisés dans ce que nous connaissons. C'est pour ça que Realty propose des propriétés à haut rendement dans un marché que nous maîtrisons. Euh, mais la tokenisation immobilière donne une fraction d'un bien immobilier. Il n'y a pas de magie.
Si jamais le bien immobilier rapporte du 2%, vous recevrez du 2%. S'il ne paye pas le loyer, vous recevrez zéro. C'est comme ça que ça marche. Il se trouve que là, nous avons sélectionné un immobilier au rendement, donc classe C, classe B ou C, on dit aux États-Unis, euh, qui demande beaucoup de gestion, beaucoup de travail. Dans certains cas, le loyer est d'ailleurs subventionné par l'État. Donc oui, il y a un rendement élevé, mais c'est parce que l'immobilier lui-même le donne. Ce n'est pas par la magie, entre guillemets, de la tokenisation. Non, mais clairement, oui, oui, clairement, bien sûr. C'est le sous-jacent qui te permet d'avoir ce rendement. Moi, je te parle de ça en connaissance de cause parce qu'effectivement, les produits que j'ai chez vous, c'est ce qui crache, quoi. C'est 10%. Donc voilà, je prenais cet exemple Tout à fait. effectivement parce que c'est ce que je vis sur Tout à fait. Realty aujourd'hui, quoi. Et Euh, tu reçois donc ta distribution nette toutes les semaines. voilà. Alors, plus sur Ethereum pour le coup, mais sur une autre blockchain, parce que Gnosis. ouais, voilà, qui est, me semble-t-il, moins coûteuse pour envoyer. C'est exactement ça. Donc, Realty est multi-chaîne. Nous avons démarré sur Ethereum, comme je l'ai dit au début, c'est ce qui a permis de faire. Mais les coûts de transaction étaient devenus tellement élevés que nous avons décidé d'opérer simultanément sur une autre chaîne, blockchain, qui s'appelle Gnosis, où les frais de transaction sont presque inexistants. Donc, c'est une blockchain très sérieuse, très décentralisée, très bien faite, qui a beaucoup d'avantages comparé à Ethereum. Ceci dit, pour les puristes de la tech, nous sommes aussi sur Ethereum. Il y en a qui disent très bien, moi de toute façon, je ne veux pas faire de transaction. Tout ce que je veux, c'est acheter mon token et le garder. C'est tout ce que je veux. Et je ne bouge pas pendant 10 ans. Dans ce cas-là, ben, je veux rester sur Ethereum et voilà. C'est parfaitement respectable et c'est un service que nous proposons aussi. Ok. Et sur, donc sur l'autre blockchain, Kitnosis, euh, moi je reçois mes loyers, pour que tout le monde puisse comprendre, je reçois donc le rendement du sous-jacent que j'ai via du XDAI, donc euh, qui est une crypto stablecoin indexée sur le dollar américain, c'est ça? Alors, au début, nous distribuions des XDAI, effectivement. C'était notre première façon de distribuer les loyers que nous collections, donc en distribution nette. Mais il y a eu à un moment une, euh, un petit mouvement, c'est-à-dire qu'un XDAI, normalement, c'est 1 $. Et pendant un moment, un XDAI représentait 0,96 $. Et ça, c'est pas du tout le but de l'exercice. Mais pas du tout. On reçoit des loyers. Le but, c'est une fois qu'on a enlevé tous les frais et tous les machins, qu'on redonne au token holder le montant en dollars. Il y a pas de spéculation à faire sur ça. Donc, on a changé le XDAI à ce qu'on appelle l'USDC, c'est-à-dire c'est un stablecoin absolument, mais qui n'est pas algorithmique. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, c'est 1 $, un USDC égale 1 $, et c'est audité par un des grandes compagnies d'audit, ils font un rapport tous les mois et un audit par an sur les actifs sous-jacents qui permettent d'émettre ce USDC. Ok, Donc, ça maintient la valeur 1 USDC égale 1 $. En Europe, il faudra trouver l'équivalent de stablecoin en Europe. Alors, il y a des compagnies qui le font, comme J-Euro, Jarvis, qui fait des stablecoins en euros de façon très intelligente. Très. Et on attend d'autres solutions aussi. ok. Alors, c'est intéressant que tu parles de l'Europe parce qu'effectivement, il y a quand même un clivage entre ce qu'on peut faire aujourd'hui légalement en Amérique du Nord par rapport à l'Europe, puisqu'aujourd'hui, toutes tes propriétés, tu les achètes euh, en Amérique du Nord et principalement aux États-Unis d'ailleurs. Pourquoi, tu peux nous expliquer pourquoi tu peux pas faire ça en Europe aujourd'hui? Nous avons un modèle donc de valeur mobilière, comme je l'ai expliqué, très, très direct et très simple, qui fonctionne aux États-Unis et qui est reconnu juridiquement. En France, la tokenisation d'une action, depuis récemment, est reconnue. C'est-à-dire que l'on peut juridiquement dire que mon token est une valeur mobilière qui représente une action. Ça existe. C'est récent de cette année, mais ça existe. Le problème que nous avons, c'est les droits de mutation à chaque fois qu'on achète et qu'on vend, qu'on cède une action. C'est-à-dire que dans le cas d'une compagnie à prépondérance immobilière, c'est 5% en France. Dans le cas d'une compagnie normale, c'est 1%. Mais peu importe, dans les deux cas, le minimum, c'est 25 euros.
Donc, si jamais j'émets mon token, et le but de la tokenisation, c'est de faire une fractionnalisation et donc de permettre à tout le monde de pouvoir profiter du marché immobilier à partir de 50 euros ou de 10 euros. Mais si jamais à chaque fois que je veux le vendre, je dois payer 25 euros de frais de droit d'enregistrement, euh, bien économiquement, ça n'a aucun sens. Puisque mon token vaut, on va dire, 30 euros. Pour le vendre, pour le céder à quelqu'un, il faut que je paye 25 euros. Bon, ben voilà. Il n'y a plus de liquidité. Il n'y a plus de transactions possibles. Et c'est ça, le deal breaker. C'est ça qui a fait en sorte que la tokenisation immobilière en France a été si difficile. Et c'est quoi Aujourd'hui, ta vision sur la oui. suite? Alors, nous avons travaillé avec des cabinets d'avocats français pendant 1 an et demi maintenant. Nous pensons, une solution réglementaire qui fonctionne bien, qui est solide juridiquement, qui fiscalement n'est pas optimale mais fonctionne. Donc il n'y a pas de optimisation fiscale dans le projet que nous avons mis en place, mais il y a une fiscalité normale qui permet donc d'investir qui permettrait d'investir dans l'immobilier en Europe, en France. Euh, et nous attendons donc les derniers contrats, les derniers trucs, etc. Ça fait longtemps que je le dis, mais à chaque fois il y a des soubresauts, à chaque fois il y a des nouveautés. On veut s'assurer d'être compliant, d'être parfaitement en règle avec le régulatoire. C'est pas facile parce que c'est aussi, ça faut en parler, c'est aussi un domaine en pleine mouvance. C'est-à-dire que les lois aussi se font et se construisent en ce moment sur le sujet. Donc, on a un projet, on est bien, on se dit très bien, ça va marcher. Et puis après, on se dit, ah ben attendez, ça change. Dans 2 mois, on fait ça. On retourne à la table de dessin, on refait le projet. Et là, on s'est arrêté sur une structure qu'on pense pérenne, qui est avantageuse. Et on pense que dans un futur très proche, on parle de quelques semaines, voire quelques mois, on pourra proposer des propriétés en France sur blockchain. Ok, très clair. Ça me rappelle beaucoup un peu l'histoire du crowdfunding, qui n'était pas du tout réglementé en France dans la fin des années 2000, dans la fin des années 2000, et qui, d'ailleurs, je vous invite à ceux qui nous écoutent à écouter l'épisode 2 sur WeSeed, voilà, qui a vraiment participé à encadrer tout ça. Et là, j'ai l'impression que Realty est en train de faire ça, de pousser pour encadrer justement la tokenisation en France et en Europe. Alors, merci et je pense qu'on fait tous les efforts et le travail pour bien le faire. Il va y avoir beaucoup de compagnies, de sociétés, je veux dire, excusez-moi, un anglicisme, de sociétés qui vont faire de la tokenisation entre guillemets immobilière en 2023. Et là, je le dis à l'audience et aux gens qui nous écoutent, il faut vraiment se concentrer sur qu'est-ce qui est réellement tokenisé. Parce que c'est bien beau de dire qu'on a le token, mais qu'est-ce que vous avez réellement quand vous l'achetez? En ce moment, il y a toute cette mode de dire, en fait, c'est trop compliqué avec l'AMF, c'est trop compliqué avec le régulateur, avec les régulateurs, c'est trop compliqué avec la fiscalité, les droits d'enregistrement, etc. Donc, ce qu'on fait, c'est une promesse, un contrat commercial de redevance, de royalties, peu importe comment on appelle ça, qu'on va tokeniser. Et on tokenise ça. Et ça, donc, on vous promet, moi, propriétaire, je vous promets que je vais vous donner une rentabilité sur le net de ce que je reçois. Et je vous promets éventuellement qu'à la revente, si j'ai un profit, je vous le donne. Donc, en fait, je grandis mon empire immobilier grâce à vous. Je Et en comprends. plus, et en plus, le titre commercial, ce que j'ai tokenisé, je sais pas comment le dire, mais c'est vrai tant que je suis de bonne foi. Si jamais à un moment il y a un problème ou que et que je veux le contester ou que j'interprète le contrat différemment, n'oublions pas que je suis quand même américain, donc peut-être qu'en Europe, les contrats sont construits différemment, mais il y a quand même des litiges, hein. Hmm. En France, on n'est pas étranger au litige. Donc, on le conteste, ça peut durer longtemps et ça peut coûter cher. Donc, il faut bien voir, c'est pour ça qu'à Realty, on s'est décarcassé, vraiment, on a travaillé dur pour trouver une solution où le token est soumis à des régulateurs. Où on ne peut pas dire simplement c'est une question d'interprétation, c'est un litige commercial, partons en cours. C'est vraiment, il y a soit une forme d'équité comme on l'a actuellement chez Realty, donc vous êtes actionnaire. Attention, une action, c'est pas qu'un contrat commercial. Une action, ça vous donne des droits réels, c'est quelque chose de C'est de la bien encadré propriété. depuis, C'est de voilà, la c'est propriété. encadré depuis des centaines d'années. Hmm. Donc, et pareil avec certains outils de dette,
qui sont enregistrés et qui sont reconnus. Donc c'est sur ça qu'on se concentre. Donc il faut vraiment essayer de bien regarder, et c'est là qu'est le danger, je dirais, vraiment. Après, si vous avez acheté un token qui représente qu'un contrat commercial, etc., vous achetez en connaissance de cause. Sinon, l'autre danger, puisqu'il faut toujours parler de danger quand on a un investissement, c'est vraiment l'immobilier lui-même. Oui, le sous-jacent, clairement, de toute façon, il y a du risque en soi, comme partout, ça, oui, oui. Mais c'est important de le dire, Julien, parce que quand on achète dans de l'immobilier, c'est qui va le gérer. Mmh mh. L'immobilier, moi, je fais de l'immobilier depuis 30 ans maintenant. Waouh! Bah oui, ça passe vite. Mais, mais, mais l'immobilier, l'argent se fait à l'achat, donc si on a bien acheté, et dans la gestion. Et si jamais il n'y a pas une équipe professionnelle derrière qui le fait, et qui le fait vraiment de façon optimale du point de vue coût, euh, bien la rentabilité, elle sera pas géniale. La qualité de la gestion est importante. Alors, il y a qualité, il y a le coût aussi. Tout ça, ce sont des choses importantes. Ça m'intéresse d'ailleurs, Jean-Marc, qu'on revienne un peu sur ta logistique en interne. Je ne sais pas si tu peux nous en parler, mais comment tu sources les biens, comment tu les gères sur place, comment tu as structuré une équipe, tout ça, ou tu as délégué tout ça, parce qu'évidemment, c'est pas toi qui vas aller faire le ménage dans les parties communes, on est d'accord. Mais comment tu as organisé Presque. tout ça? Presque, des fois ça t'arrive. Non, ça m'arrive pas, mais j'ai quand même un lien assez direct. En fait, nous venons, Rémi et moi, du monde, comme je l'ai dit, immobilier. Et nous avons créé une foncière et nous gérions nous-mêmes les actifs de cette foncière. Donc, le monde de la gestion immobilière, c'est quelque chose qu'on l'on connaît extrêmement bien puisque ça a été notre gagne-pain pendant des décennies. Euh, et en plus, chez Reddy, nous avons sélectionné un immobilier dans notre niche d'expertise. Donc, comment est-ce qu'on le source, l'immobilier? Déjà, c'est un marché qu'on connaît bien. On avait investi dedans avant qu'on fasse Realty. On a notre network en place, on a nos contacts, on connaît le marché, on l'a vu évoluer, etc. Donc, on le fait le sourcing nous-mêmes. On a des agents aussi qui nous contactent. Alors, c'est un peu, ça n'a pas nécessairement le même mot qu'en France, agent, mais il y a des agents aussi de pur et dur. Mais c'est surtout un réseau en place assez important, puisqu'on a construit à travers 30 ans, qui, euh, qui nous permet d'opérer, de trouver, d'identifier des opportunités, de sélectionner une propriété. On fait notre due diligence dessus, donc due diligence, c'est un mot bien anglophone, mais on fait nos vérifications dessus. Et si jamais on voit que la propriété répond aux besoins de Realty, ce qu'on appelle être Realty ready, on décide de la mettre sur la plateforme. Donc, on décide, on voit combien de travaux seront nécessaires dans l'année à venir, les travaux urgents, les travaux différés, les réserves de maintenance. On budgétise tout ça, on le détaille sur le site web, hein, Mmh. sur Realty. Euh, on tokenise donc l'enveloppe totale et on le met donc en vente. Les investisseurs viennent, une fois qu'on a récolté l'argent, on passe au closing. Généralement, c'est un mois après. Alors, pourquoi c'est que un mois? Déjà parce qu'aux États-Unis, il n'y a pas ce droit, ce mois incompressible qui est le droit de préemption de la vie, il n'y a pas ça. Ensuite, on ne fait pas de financement externe, donc on réduit encore le temps. Et ensuite, on a décidé de le mettre sur la plateforme quand on a déjà fait notre due diligence, nos recherches. Donc, en fait, il reste très peu de temps entre le moment où on le met sur le site et le moment où on reçoit la première distribution. Vraiment, c'est à peine un mois. De temps en temps, ça peut être plus quand il y a des travaux. Quand on a identifié beaucoup de travaux à faire, mais l'opération est bonne, dans ce cas-là, ça peut être, on l'achète maintenant, mais il faut le temps de faire les travaux avant que ça puisse ramener à quoi que ce soit. Il faut le savoir. Euh, et tout ça, c'est bien détaillé sur le site. Ceci dit, une fois que l'achat est fait, effectivement, il faut le gérer. C'est pas Realty même qui le gère. Ça, c'est pas le but de la société, c'est pas son mandat. Ceci étant, c'est quelque chose que nous connaissons bien. Donc, nous sélectionnons les gestionnaires, les property managers, donc les gestionnaires de propriété, comment est-ce que vous appellerez les syndics?
C'est pas Ouais, vraiment un c'est même pas syndic, syndic. mais Non, c'est bon, de la gestion c'est pas un locative. syndic, Ouais, ouais. c'est de la gestion locative. Mmh. Donc on choisit les gens qui vont le faire. Généralement, on prend plus d'une compagnie par ville. Pourquoi? Pour ne pas être dépendant d'une personne, pour les mettre en compétition le cas échéant, et parce que chacun aussi a ses limites. Enfin, c'est ce qu'on aime, on estime que c'est plus Et raisonnable. tu dilues ton risque aussi, de pas être, Absolument, dépendant. Ouais, ouais. absolument. Et ça, je pense que c'est une question de good business practice. Mmh. Donc, on fait ça, et après, on les vérifie quand même régulièrement, hein. On est directement en contact avec eux, mais directement les rapports, les machins, les coûts, pourquoi est-ce que ça a coûté ceci. Et c'est quelque chose qu'on sait faire quand on gérait l'immobilier au Canada et aux États-Unis. On avait quand même un gros portefeuille immobilier, beaucoup plus gros que ce que Realty a aujourd'hui. Donc, on sait faire. Ensuite, ce qu'on a décidé de faire quand ça a eu un certain volume, euh, c'est de dire très bien, ce qui coûte très cher avec les gestionnaires professionnels, c'est les rénovations et la maintenance. Parce que c'est comme ça. Il faut qu'ils gagnent leur argent et généralement, ils ont leur façon de faire les travaux et ça coûte très très cher. Donc chez Realty, et on parle en connaissance de cause, hein, c'est ce qu'on a fait pendant des années, Rémi et moi. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de créer un petit groupe de commandos, comme je les appelle, avec un plombier, un menuisier, un électricien, un homme à tout faire, un peintre, etc. Enfin, des bricoleurs qui sont assez habillés, qui ont leur spécialité. Et eux vont de propriété en propriété, sont payés à l'heure par la société qui détient la propriété pour faire tous les travaux de maintenance nécessaires. Par contre, ils font pas les gros travaux. Ils vont pas faire le toit qui nécessite une garantie de la société qui l'a rénové. Ils vont pas faire des gros travaux de plomberie qui nécessitent électricité. Ils font les réparations, la peinture, la maintenance, ils réparent une fenêtre, etc. Et ça permet d'économiser beaucoup, beaucoup, beaucoup sur les frais de gestion. Donc ça, c'est quelque chose que nous avons mis en place et on a pu le mettre en place par la façon dont on a décidé de grandir Realty. C'est-à-dire que beaucoup de gens disent c'est super avec la tokenisation, je peux acheter une propriété en Californie, une à Boston, une à Miami et une à Seattle. C'est pas ce que Realty a fait. Realty a décidé de construire le portefeuille en cercle concentrique. On a choisi un endroit pour des raisons de connaissance de marché et d'études, et on grandit dans cet endroit-là en cercle concentrique. Ça permet d'avoir une économie d'échelle dans la gestion. Comme je l'ai dit, l'argent se fait à l'achat et à la gestion, dans la gestion. Donc ça nous permet d'optimiser la gestion. Et ensuite, on a ouvert un autre cercle concentrique, un autre endroit, et on grandit aussi comme ça. Les 2 cercles étant Chicago-Détroit, c'est ça? Alors, le premier, c'était Détroit, le second, c'était Chicago. On a maintenant Cleveland. OK. Donc, on s'est concentré vraiment là. Et bientôt, on va commencer à faire l'Europe. Alors, vous pouvez dire très bien, Jean-Marc, tu viens juste de dire que l'expertise immobilière est importante. Quelle est ton expertise en France? Oh, ben, j'en ai pas. C'est Mais certain, mon mais frère et moi, on n'est pas que j'imagine en que France. tu vas t'appuyer sur des gens qui en ont? C'est exactement Ouais. ça. Et ils seront présentés, ils seront tous, c'est des gens qui ont un track record, qui savent ce qu'ils font, qui ont quelque chose à présenter, qui ont la même philosophie de gestion que nous. Et voilà. Donc, c'est un élément incontournable d'un bon investissement. Et aujourd'hui, les investisseurs qui sont, donc sur Realty, ils viennent d'où en majorité? C'est quoi la ventilation de tes investisseurs? Et c'est là où on est très fiers de ce qu'on a accompli. Ils sont de toutes catégories, des plus modestes aux plus aisés. Des technophiles, c'était les premiers évidemment, qui venaient de la cryptosphère, mais aussi maintenant des gens qui comprennent rien à la crypto, qui comprennent rien à la blockchain, qui sont qu'intéressés par l'immobilier. Ils sont dans 154 pays différents. Donc ça aussi, imaginez un petit peu la facilité avec laquelle un étranger peut acheter de l'immobilier américain. Avec une SCPI, ça se passe pas aussi simplement que ça. Là, on a 154 pays, résidents de différents pays qui achètent des real tokens dans une propriété. Dans une propriété, on peut avoir jusqu'à une propriété d'environ 100 000 dollars à environ 300 à 400 token holders. Et une propriété d'un million, on a environ 1200, 1300 token holders dans 154 pays différents. C'est quand même assez fantastique. Tu as un pays Et qui se vraiment, oui. démarque plus qu'un autre?
Euh, alors, dans la francophonie, parce qu'on est quand même francophone, on donne des appels communautaires en français, etc. On a évidemment le Québec, puisque c'est notre terrain de prédilection, donc c'est le principal. Mais la France est quand même apparue de façon surprenante. Alors au début, la France et l'Allemagne, sachez-le, ils étaient vraiment au même niveau. Mais vraiment, on avait autant. Pour chaque Allemand, il y avait un Français, pour chaque Français, il y avait un Allemand qui venait. Après, la Belgique a commencé à apparaître, mais la France, au bout d'un moment, s'est démarquée jusqu'à ce que ça représente un pourcentage, on va dire, entre 8 et 10% quand même. Ok. Donc, c'est quand même important. Euh, Peut-être oui, à peu près ça. C'est quand même important et je pense que ça vient, je pense que c'est culturel. Je pense vraiment que autant aux États-Unis, au Canada, quand on grandit, on nous dit mon enfant, il faut que tu investisses dans ton futur. L'investissement, c'est important. Regarde les actions, regarde le marché des actions, des valeurs mobilières. En France, je pense que la relation, elle est plus avec la pierre. Hmm. Il faut que tu investisses, que tu prépares ton futur, investis dans la pierre. Donc c'est culturel. Et moi, je suis d'accord avec cette façon de faire, en fait, évidemment. Non, mais très, très clairement, très clairement, j'en doute pas une seule seconde. Mais en plus, j'imagine que, je sais pas quel est ton avis, mais j'imagine que le bull run qu'on a connu un petit peu post-Covid, etc., où les gens ont beaucoup parlé de crypto, les gens sont allés là-dessus, ça a peut-être aidé, quoi. La combinaison, effectivement, immobilier qui rassure le français, plus on parle de crypto, j'ai l'impression qu'il faut y aller parce que je vais manquer un truc. La combinaison des deux fait que, j'imagine, ça vous a porté un peu. Alors, je vais mettre un bémol à ça. Il faut imaginer un petit peu un entrepreneur qui démarre une compagnie, une société, qui finalement commence à avoir, 2019 donc, qui commence à avoir à mettre en place les process, l'administration, le truc, qui commence vraiment commercialement en novembre 2019, Hmm. développe sa technologie, et boum, après les premiers exercices prometteurs, ben on se tape Covid. On peut même plus aller visiter les propriétés. Hmm. On peut même plus aller sur le terrain pour voir si les défauts, les trucs, etc. Et en plus de ça, l'administration américaine même s'arrête. Donc les titres d'enregistrement, parce qu'au début, quand on a lancé Realty, il y avait une méfiance. Genre, est-ce que la société qui achète la propriété est réellement propriétaire, monsieur Realty? Et nous, ce qu'on fait, c'est regarder le titre d'enregistrement. Alors voici, au début, on mettait le titre d'achat signé parce qu'il y a toujours un délai de 90 jours minimum pour enregistrer un bien. Mais là, le délai, il n'était pas 90 jours, il était un an et demi. Pendant un an et demi, on ne pouvait même pas montrer qu'on était enregistré. Donc il y a eu quand même le Covid, c'était pas que le bull run, hein, c'était du genre bon sang, quoi, pas de chance. Ouais. Finalement, c'est vrai que ce que ça a fait, par contre, c'est que ça a permis avec beaucoup d'immobilier après le Covid, donc post-Covid, d'augmenter en valeur. Et évidemment, et ça a été vrai dans tous les pays industrialisés du monde. Et c'est vrai qu'on en a tiré profit et que les token holders en ont bien profité aussi. C'est certain. Maintenant, tu as parlé aussi de la crypto. Alors, nous n'avons chez Reti aucune exposition au marché crypto. Le marché crypto peut flamber et peut s'écrouler. Ça n'affecte en rien le business de Realty, la valorisation et la valuation de Realty. C'est là C'est la vraiment un différence business entre, immobilier. voilà, c'est là la différence entre blockchain et crypto dont on parlait au début de l'épisode, à savoir que vous Tout à utilisez la fait. technologie blockchain et à ne pas faire l'amalgame avec la crypto-monnaie et les crypto-monnaies parce qu'il y en a des milliers. Euh, voilà, mais C'est c'est exactement effectivement, ça. Nous ouais. sommes des valeurs mobilières, des crypto actifs, puisqu'on est sur blockchain, il Hmm. n'y a aucune exposition aux crypto-monnaies. À la volatilité qu'on peut connaître, voilà, du marché de la Absolument. crypto, ouais, effectivement. Ok. Absolument. Par contre, ce qui s'est passé, et c'est vrai, Julien, c'est qu'il y a eu plus de reconnaissance pendant un moment des cryptos. C'est-à-dire, effectivement, qu'est-ce que c'est? Ça a intéressé plus de monde parce que les gens en parlaient plus. Donc, ils se sont concentrés dessus. Il y en a beaucoup qui ont dit, bon, moi, cette volatilité de fou, c'est pas pour moi. Ce que je comprends très bien. Mais il faut pas non plus confondre, comme tu l'as si bien dit, les crypto-monnaies des crypto-actifs et des utility tokens, etc. Clairement. Il y a un sujet que j'aimerais aborder avec toi, Jean-Marc, c'est la fiscalité sur ces tokens. Quelle est-elle? Complexe.
ou pas. Donc, je suis pas du Toujours tout complexe la expert. fiscalité de manière Non, mais générale. sans blague, sans blague. Euh, alors, je suis pas expert fiscal et ceux qui connaissent Realty savent à quel point j'essaye de ne pas m'embourber dedans parce que j'y connais pas grand-chose et parce que c'est pas ma spécialité, parce qu'on n'a pas le droit de donner des conseils ou de parler fiscalité, ça peut être interprété comme un conseil. Ceci dit, il est évident qu'en ayant des investisseurs dans 154 pays différents, il y a 154 régimes fiscaux différents, minimum. Ça devient compliqué. Et quand on fera des propriétés en Europe, le régime fiscal sera évident pour les Européens. Ce sera direct et ce sera quelque chose que vous connaissez très bien. On l'aura travaillé avec des fiscalistes pour le rendre le plus optimal possible sans rentrer dans un désir d'optimisation, style les lois spécialisées pour ça. Je sais pas comment on les appelle, sapin ou je sais pas quoi. C'est pas du tout le but. Mais on fera un bon travail. Aujourd'hui, euh, pour une propriété américaine, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met à disposition toute l'information qui a eu lieu sur l'investissement, c'est-à-dire la date, le coût, les rentabilités, l'addition de la rentabilité par des distributions nettes par propriété avec leur date, combien est-ce qu'il y a eu dans l'année, on résume tout ça, on vous donne ça et c'est à vous de déclarer vos impôts. On travaille très dur sur l'aspect de double imposition, c'est-à-dire qu'il y a tout un travail aux États-Unis qui fait en sorte que toutes les taxes nécessaires américaines sont payées. Déjà, ça c'est certain. Mais quand vous avez votre rentabilité dans votre pays, vous devez faire votre déclaration et vous devez euh, payer sur vos revenus, sur votre distribution. Comment la qualifier? C'est encore un débat et il y a plusieurs opinions. Il y a d'ailleurs un télégramme qui s'est construit autour de ça, sur Ok. Realty Fiscalité France, Realty Fiscalité Belgique, des trucs, etc. Et où les gens parlent de comment ils font. Il y a des pays où tant qu'ils restent dans stablecoin, ils n'ont pas de fiscalité. Ils n'en ont pas. Ils n'ont Hmm. pas d'impôt. Je trouve ça incroyable. Ça veut dire Euh, tant qu'ils convertissent pas en monnaie fiat, quoi, c'est euro, c'est exactement ça? Ouais. ça. Hmm. C'est quand même incroyable, ça, c'est génial. Mais c'est le cas dans certains pays. Je ne crois pas que ce soit le cas de la France. Mais Je ça a pense que été, il ça me l'a semble que ça été. a été, ouais, Ouais. ça a été le cas en Ça a France été. Ça a et été le depuis cas. récemment, ça ne l'est plus, ouais, effectivement. Mais Euh, ça, c'est. Alors, je vous le dis tout, aux États-Unis, c'est pas du tout le cas, hein. hmm. Mais alors, pas pantoute. Mais alors, pas du tout, du Ah tout, du ouais, tout. Aux États-Unis, c'est du genre, on s'en fout. Tu as été payé, tu payes tes taxes. Alors, ouais, ouais. c'est pas le même niveau qu'en France. On n'a pas la même fiscalité, une fiscalité aussi lourde. Mais attention, elle est féroce. Hmm. Et d'ailleurs, on fait pas les fous. C'est 30%, on les paye. Point. Ouais. Bon, intéressant. Donc à chacun de bien se renseigner quand même sur le sujet. Toujours, Absolument. comme on disait toujours, de toute façon, le cadre va se dessiner petit à petit à moyen terme, c'est évident. C'est dans le sens de l'histoire, quoi. Il me semble que j'ai lu une actualité sur Realty. Vous avez dû changer de type de société pour acheter, il me semble, Tout à aux fait. États-Unis. Tout Est-ce à que tu peux fait. nous Tout à expliquer fait. pourquoi et quelle est la différence entre c'est quoi, incorporation? Une Euh, C Corp, oh, Inc. Unique. ok, C Corp, ça s'appelle. Une C Corp, corporation. Évidemment. Alors, au début, la structuration idéale de base qu'on avait, c'était chaque propriété était détenue par une LLC. Limited Liability Company, c'est l'équivalent en France d'une SARL. ok, Il n'y a pas d'action, il y a des parts sociales, et c'est ce qu'on tokenisait. On tokenisait ces parts. C'est un modèle transparent et c'est un modèle très flexible. Et au tout début de Realty, c'est ce qu'on faisait. L'avantage, c'est que c'est très peu coûteux, c'est flexible, administrativement, c'est pas lourd. Et quand on a commencé à distribuer le token à l'international, c'était d'accord chez certains endroits. Après, il y avait des juridictions, puisque là, on parle en France, parlons de la France, il y avait cette loi de sollicitation et de démarchage qui disait tant que vous n'avez pas présenté votre projet à plus de 150 investisseurs, nous, on n'a pas de, vous n'êtes pas régulé, vous n'avez rien. Attention, je n'ai pas dit 150 investisseurs. J'ai dit présenter le hmm, projet. Donc, on avait mis sur notre site un compteur. À chaque fois qu'il y avait une IP française qui venait, ça faisait plus un, plus un, plus un, plus un. Et puis, quand ça approchait des 150,
ont coupé l'accès aux Français. Ah La oui, réalité, oui, oui, mais ça, personne ne l'a vu parce qu'on avait 30 personnes. ouais, ouais, Donc nous, les 150, on s'est dit, pff, alors là, il y a le temps de voir venir. Ça va, c'est un mur invisible, il est loin. ouais, Le problème, c'est on s'en est approché assez rapidement. ouais, ouais. Et quand on s'en est approché, là, on a dit, bon, d'accord, c'est quoi la prochaine étape? Et on a pris contact avec nos avocats, on a dit, bah, voilà où on en est, etc. On a fait toute l'étude. Et c'est là où on a dit, pas très bien. Maintenant, pour la prochaine étape, c'est quoi? C'est que vous pouvez plus faire de LLC ou de SRL. Il faut que ce soit des sociétés de capitaux, donc une C Corp, donc des actions, pas des parts sociales. Et là, la limite, elle est non pas en nombre de personnes, donc c'est à travers l'Europe en entier, donc c'est limité en nombre de personnes. Par contre, le projet lui-même ne peut pas être supérieur à 8 millions d'euros Ok. et vous devez soumettre un document d'information synthétique à l'AMF, Ah ouais, ce que ok, l'on fait à chaque fois. Pour ok. chaque propriété, on soumet un document d'information synthétique à l'AMF et on le met sur le site web aussi. Très Donc, tout le intéressant. monde y a accès. Et ça nous permet donc d'aller jusqu'à 8 millions d'euros. Une fois qu'on aura dépassé ça, quelle est la prochaine étape? Pour l'instant, c'est un mur invisible. Hmm. Donc, on est tranquille. Voilà. Bah, très bien, ça répond bien à ma question. Moi, donc, comme je le disais, j'ai des tokens chez toi. Si je veux le vendre aujourd'hui, comment je fais? Est-ce que c'est simple à revendre? Parce que tu disais que quand on t'écoutait tout à l'heure, effectivement, ça a l'air simple, beaucoup plus qu'une C'est ça. SCPI où finalement, la SCPI, le porteur doit te trouver un acheteur, etc. Bon, voilà. Là, comment je peux faire, moi? C'est extrêmement simple. Alors, il y a plusieurs façons en plus de faire. Il n'y en a pas qu'une. Donc, déjà, c'est une liberté assez fantastique. La plus onéreuse, la plus coûteuse et celle qu'on ne recommande pas, c'est de passer directement par notre site. Nous, à travers notre site, l'émetteur du bien rachète, s'est engagé à racheter, sans garantie, attention, mais s'est engagé à racheter jusqu'à une certaine quantité de tokens par semaine. Donc, si jamais vous voulez vendre, vous pouvez le faire à travers notre site, mais il y a des frais. Pourquoi? Parce que c'est l'émetteur qui le rachète. Donc, il y a un travail administratif à faire assez lourd aux États-Unis même, d'enregistrement, etc. Et donc, il y a des frais de 3%. Il faut le savoir. Ok. Donc, c'est ce qu'on n'encourage pas. C'est Il y a c'est- d'autres c'est façons. Oui. 2000 $ par semaine, hein, c'est ça la limite? J'avais lu, je crois, sur le Alors, site. c'est effectivement ce qu'on a aujourd'hui. Oui. Ouais, ok. Euh, ensuite, ce qu'on encourage, par contre, c'est d'aller sur le marché secondaire. Marché secondaire, il y en a plusieurs. Il y a le marché de gré à gré, donc c'est des protocoles comme Swapcat Hmm. qui permettent d'échanger un token. C'est comme un bulletin en quelque sorte, un bulletin board où chacun dit moi j'ai ça à acheter, moi j'ai ça, moi j'ai désiré acheter ça, moi j'ai désiré vendre ça, et vous vous mettez, le protocole vous met en contact automatiquement. C'est des protocoles gratuits qui ont été faites en Web3 et ça fonctionne remarquablement bien, remarquablement rapidement. Et Il y a, le oui, prix est fait par finalement l'offre et la demande. alors, très bonne question. Il y a deux sources de valorisation d'un real token. Effectivement, l'offre et la demande. C'est quand même le truc de base. Ceci Hmm. étant, euh, chez Realty, nous tokenisons au début, donc, comme je l'ai dit, le coût d'acquisition plus le budget de rénovation et les réserves de maintenance. On tokenise tout ça. Quelle est la valeur du bien au bout d'un an? Puisque le marché immobilier, c'est un marché. C'est Hmm. pas sans risque. Ça peut monter, ça peut descendre. Au bout d'un an, qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un an, ce que nous faisons, c'est que nous mandatons une évaluation indépendante du bien immobilier que l'on met aussi sur le site web avec dedans les comparatifs, les machins, les trucs. Enfin, c'est une vraie évaluation professionnelle que l'on met et ça donne une nouvelle valeur à la propriété. Fort de ça, Reddy fait son calcul en disant moins les taxes, moins les machins, moins les trucs, etc. Voici ce que voici la nouvelle valeur à laquelle l'émetteur s'engage. Excusez-moi, je suis voilà. Ça klaxonne L'émetteur, par chez toi, ça non? klaxonne. Ouais. L'émetteur s'engage à racheter, enfin sans garantie. Enfin, disons que l'émetteur rachète le token basé sur ce nouveau prix. Ouais, ok. Ça peut être à la hausse, ça peut être à la basse.
Alors déjà, ça donne un prix. Ça fixe un prix pendant un an jusqu'à la prochaine réévaluation. Donc il y a une valeur. Voilà. Ensuite, sur le marché secondaire, il y en a qui disent, moi, c'est un prix tel, je suis prêt à payer plus pour avoir cette rentabilité dans laquelle j'ai confiance. Ou il y en a qui disent, moi, je veux vendre rapidement, donc je le vends en tout ce prix. Donc effectivement, il y a une fluctuation sur le marché secondaire, mais qui est quand même encadrée de par le fait qu'il y a quand même le marché primaire qui le rachète. Ok, Donc il y a quand même un encadrement qui se fait. Il n'y a pas de spirale incontrôlée vers la hausse ou la baisse. ok. Et cette réévaluation, je peux la trouver où, moi, dans mon compte? Par exemple, moi, j'ai des tokens qui datent de février 2021. Sur le site, alors sur le site, alors normalement, on l'a fait toutes les années. On a des fois un peu de retard, des fois un peu d'avance. C'est pas encore process de façon à la date pile comme on devrait le faire, mais normalement, c'est dans la section documents et Ok, elle devrait être là. Donc, si tu me dis les propriétés, on devrait avoir, enfin, je te montrerai où c'est. On en a un peu de retard. On en a une dizaine de retards qu'on doit rattraper, mais ça se fait régulièrement. Il y en a d'ailleurs qui arrivent à la deuxième réévaluation hein, maintenant. et oui, oui, parce que bah, déjà, moi, ça fait presque 2 ans, février Mhm. 2021. Donc, effectivement, j'ai bien mon Rent Income Report. Donc, ça, c'est bien Oui. mon relevé de loyer, finalement, hein, que j'ai Est-ce que tu as touché. reçu des soons? Voilà. Tu as reçu des soons ou pas? Tu as reçu un email qui te dit tu as reçu des soons? Oui, oui, Alors oui. dans ce cas-là, tu as une réévaluation quelque part dans la section documents. Tu peux la trouver. Parce que tu reçois des soons que s'il y a une réévaluation, la première, D'accord. et que à la première réévaluation. Et s'il y a une réévaluation, c'est que tu as t'as le document sur le site. Bon, impeccable. Écoute, Jean-Marc, je pense que c'est assez clair. On a essayé, en tout cas, parce que c'est quand même un sujet complexe, hein. On va pas se le cacher. En tout cas, la tokenisation en soi, hein. Après, acheter de l'immobilier, le faire gérer, Alors moi, je compte quand même, je tiens à souligner quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, nous avons développé beaucoup la technologie pour qu'elle disparaisse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a développé un concept qui s'appelle de walletless wallet, qui permet à quelqu'un qui ne veut pas s'encombrer de ce qu'on appelle un wallet, qui ne veut pas s'encombrer de la technologie, qui veut avoir une expérience en ligne traditionnelle 2.0, Web 2.0, de le faire. Donc, vous allez en ligne, vous ouvrez un compte et vous avez quand même votre wallet. Et c'est quand même vous qui êtes en charge de tout, mais il est caché par la technologie. Vous savez pas qu'il y a un protocole derrière, vous savez pas qu'il y a ceci et cela. C'est transparent et ça permet aux gens qui ne veulent pas s'encombrer ou apprendre blockchain de pouvoir et qui sont intéressés que par l'immobilier de le faire. Non, mais c'est vrai que c'est assez simple. Enfin, bon, moi, quand je l'ai fait, j'ai trouvé ça assez simple. La seule particularité où il faut juste être un peu averti, c'est avoir un wallet, Justement plus maintenant. bien connaître son adresse, en tout cas. Ah oui, Justement plus parce que vous maintenant. créez et oui, vous créez le wallet. On a Ah ouais. développé ce qu'on appelle le walletless wallet. C'est même plus la peine d'avoir son wallet. C'était là l'aspect technologique était compliqué avant. Aujourd'hui, on a effacé ça. Alors, tu as ton wallet. Il est là, hein. Attention, on n'est pas custodienne. Tu as ton wallet, tu es custodienne, mais il est caché derrière de tech. Ouais, ouais, Et d'accord, je ça a été comprends. un tour de force, hein. Je comprends, effectivement. Parce que moi, j'ai connu effectivement le changement où il fallait renvoyer notre adresse parce qu'on changeait de blockchain, parce que ci, parce que ça. C'est Donc ça fait exactement un peu ça. de manipulation. Et effectivement, si tu connais pas Tout trop à fait. le monde de la blockchain, bon, ça demande quand même un peu de temps. Et peu importe le nombre de tutos qu'on pouvait mettre, fallait quand même faire l'effort. Aujourd'hui, c'est même plus le cas. Ok, ok. Ouais, effectivement, je l'ai pas connu depuis, mais cool. Par contre, il y a un truc que tu m'as appris que je savais pas du tout, effectivement, c'est le fait de pouvoir réinvestir mes profits dans de nouveaux projets. Ça, c'est super intéressant. Et ma dernière question là-dessus, ça sera, moi par exemple, si je dois récupérer, je sais pas, 500 dollars par an de revenus, donc chaque semaine ça me fait tant de dollars, hein, divisé par 52, hein, ça fait un dollar par semaine, on va dire. Comment je peux, 10 dollars par semaine, pardon, comment je peux faire pour réinvestir ça dans des parts? Comment vous le gérez? Parce qu'avec 10 dollars, je peux pas acheter une part d'un autre immeuble, par exemple. Donc ça se cumule, comment ça marche? En fait, à l'émission, c'est 50 $. Donc, effectivement, avec 10 dollars, vous ne pouvez pas. Par contre, dans la force de la propriété de réinvestissement qu'on a mis en place, c'est-à-dire que toutes les semaines, c'est 10 dollars ou c'est l'euro, qu'est-ce que vous en faites? Ben, en fait, on a mis un système comptable de fractionnalisation qui s'accumule jusqu'à ce que ce soit 50 et on a fait tout un système en place qui permet d'investir cette fraction, donc ce dollar, dans un token et vous avez une fractionnalisation de ce token. Vous avez une part et vous recevez la distribution nette en fonction de cette fractionnalisation. Donc, à la place d'avoir un token, vous en avez 1,02.
ou 1,5, eh bien, ou 1,1, vous recevrez donc la distribution sur 1,1. Ça a été tout un travail, ça aussi. Ouais, j'imagine, ouais. Non, j'imagine à gérer. Et là, je choisis les propriétés ou c'est automatique? Alors, non, c'est les deux. C'est et vous choisissez, c'est-à-dire que pour chaque maison de réinvestissement, vous devez à chaque fois, donc à chaque fois que la maison a été comblée, la propriété a été vendue en entier, il faut re-signer un contrat et redire j'accepte de réinvestir dans cette maison de propriété. Il y en a une qui est disponible à la fois, qu'une pour l'instant, et vous devez dire oui, j'accepte ou pas. Et c'est pas parce que vous avez accepté le modèle passé que ça va se faire automatiquement sur la prochaine. On n'a pas le droit. Je Vous comprends. devez dire j'accepte sur cette propriété-là, j'ai bien lu les documents, je sais ce dans quoi j'investis. Bon, très clair. Je vais me pencher sur ça. Bon, je voulais te remercier, Jean-Marc, pour toutes ces explications, pour ce que tu fais aussi, parce que avec ton frère, je pense que c'est très intéressant voilà, de démocratiser tout ce sujet. Je sais que voilà, t'essaies de faire l'effort. En tout cas, bon, c'est ta passion aussi, donc médiatiquement, de démocratiser, de vulgariser le concept. Je trouve ça super intéressant. Et au-delà de ça, je trouve que rendre l'investissement immobilier abordable, justement, euh, à la fois grâce à la technologie, à la fois au service et à votre logistique. C'est super Bah, intéressant. merci beaucoup. Et je suis d'accord, c'est vraiment le but, c'est de démocratiser l'immobilier, l'investissement immobilier. Si j'ai deux conseils sur lesquels j'aimerais terminer, c'est un, essayez, c'est 50 euros. Voyez si ça vous plaît ou pas, enfin 50 dollars. Si ça vous plaît pas, c'est liquide, vous pouvez revendre. Mais surtout, si ça vous plaît, s'il y a un conseil que j'ai à donner, surtout aux jeunes qui nous écoutent, c'est commencer tôt à investir dans les revenus passifs. Commencez tôt, ne le faites pas sur des gros montants, mais faites-le régulièrement, petit à petit. Au bout de 10 ans, et je sais quand on est jeune, 10 ans, ça paraît très 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 long, mais ça passe très 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 vite. Au bout de 10 ans, on est surpris de ce qu'on a accumulé. Ah, mais Et très en plus de clairement. ça, c'est vraiment dans son portefeuille, c'est son cash. Donc, regardez les choses et commencez. Pour les plus jeunes, commencez. Merci beaucoup encore Jean-Marc pour ces précieux conseils Merci et Julien. toutes ces informations sur la tokenisation de l'immobilier par Realty. Donc Realty, c'est REALT.co, pas .com, mais .co. Voilà. Et on peut .co, trouver tout à fait. toutes les infos là-dessus, sur le site, qui est très bien fait, qui est en français, en anglais, et dans d'autres langues Qui est vraiment en anglais d'abord et avant tout, et on va le traduire après en français à la canadienne. Enfin, on va vraiment faire franco-anglais parce que bon, on est québécois, mais on va essayer de le faire l'année prochaine en allemand et en espagnol aussi. Bon, merci beaucoup en tout cas Jean-Marc. Merci. À très bientôt. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori, l'épisode vous a plu. Si c'est bien le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous, notez ce podcast sur Apple Podcast et Spotify en laissant un commentaire 5 étoiles. Je ne vous le répéterai jamais assez, mais c'est grâce à vous que ce podcast vit aujourd'hui et peut continuer de vivre en vous proposant un contenu toujours plus qualitatif. Merci encore, je vous retrouve très vite sur un nouvel épisode de Money Tree. En attendant, je vous souhaite la meilleure des réussites dans vos projets et un bon enrichissement. À très bientôt.